Alors, structure de la matière, le fameux TD8, question 8.4.3. Alors, dans ce TD, on avait joué avec un modèle avec des oscillateurs pour modéliser la constante diélectrique d'un matériau. Et on se retrouvait avec l'expression de la constante diélectrique qui était epsilon infini, donc qui est epsilon r quand oméga est très très grand, grande fréquence, plus epsilon moins infini moins epsilon s, qui est la limite quand oméga tend vers 0, fois un facteur oméga t au carré sur oméga carré moins oméga t carré moins i sigma sur mu, où sigma est le coefficient de viscosité qui permet au matériau de ne pas exploser. Ok, et on nous demande tout un tas de questions, notamment qu'est-ce que c'est qu'oméga t, qu'est-ce que c'est qu'oméga l, et exprimer oméga l et représenter epsilon r, et commenter. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va commencer déjà, on va faire un spoiler en disant ce que c'est que oméga t, oméga l, et ensuite on va passer à l'expression de oméga r et on va réfléchir sur la forme de cette expression-là, de la partie réelle et de la partie imaginaire. Alors allons-y. Oméga t, c'est la fréquence de résonance du mode transverse de la chaîne. Et oméga l, c'est la fréquence du mode longitudinal. Donc le mode transverse, c'est quoi? Quand on avait nos atomes qui étaient comme ça, ben, c'est quand les atomes, ils oscillent comme ça. Paf. Et le mode longitudinal, ben, c'est quoi? C'est quand les atomes, ils oscillent comme ça. Et donc on voit que d'un côté, ici, le mode longitudinal, il va être entre guillemets plus doux, parce que vous avez toujours de ce côté-là, cet atome-là qui va limiter l'oscillation de celui-ci. Alors que le mode transverse, il n'y a rien pour limiter là. Ça veut dire concrètement que si on ne met pas un coefficient de viscosité, bah, si on tape le matériau à la résonance, c'est-à-dire quand oméga sera égal à oméga t, bah, a priori, on doit trouver une discontinuité qui fait exploser notre chaîne atomique. Donc on va vérifier un petit peu tout ça en regardant l'expression de oméga r, de epsilon r. Alors allons-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par décomposer epsilon r en partie réelle et partie imaginaire. D'accord? Donc pour ça, hop, on va écrire que epsilon r c'est égal à epsilon infini plus epsilon infini moins epsilon s oméga t au carré multiplié par le complexe conjugué de ce truc-là, ce qui donne oméga moins oméga t carré plus i sigma sur mu divisé par oméga carré moins oméga t carré au carré plus sigma sur mu, le tout au carré. Alors, voilà, ça. Allons-y, ça peut se réécrire donc comme epsilon r est égal à epsilon infini toujours plus epsilon infini moins epsilon s fois oméga t carré fois oméga carré moins oméga t au carré sur oméga carré moins oméga t au carré, le tout au carré, plus sigma sur mu au carré, plus la même chose, epsilon infini moins epsilon s, epsilon infini moins epsilon s, fois oméga t au carré, fois i, sigma sur mu, sur la même chose ici, oméga carré moins sigma sur mu, c'est important,
Hop là. I sigma sur mu, oméga carré, moins oméga t carré, le tout au carré, plus sigma sur mu, le tout au carré. Donc, ça ici, ça va être la partie réelle. Et ça va être la partie imaginaire. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe pour la partie réelle. On va s'intéresser à ce qui se passe quand sigma est égal à 0. Les conclusions ne changent absolument pas, c'est juste que l'expression et les variations sont beaucoup plus faciles à montrer mathématiquement, où vous aurez une meilleure appréhension de comment ça varie autour du point de résonance en négligeant les frottements dans un premier temps, et on va voir que ça explose justement, sans les frottements. Alors, avec sigma qui est nul, donc on n'a pas de frottement. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne RE partie réelle de epsilon R, ça va être toujours notre epsilon infini, plus epsilon infini moins epsilon s, multiplié par, alors si ça c'est nul, là ici ça va simplifier, donc on va avoir oméga t au carré sur oméga carré moins oméga t au carré, le tout au carré. Ok, on voit que quand oméga est très très grand, donc oméga très supérieur à oméga t, on retrouve bien que cette partie-là tend vers 0 et on retrouve notre epsilon infini. Donc ça c'est bon. Donc on a bien que quand oméga est très supérieur à oméga t, on a partie réelle de epsilon r qui tend vers epsilon infini. On a que quand oméga est nul, ici, ça c'est égal à 1, donc on va avoir normalement on doit avoir epsilon s. Pourquoi je pas ça? Je me suis trompé dans le signe, ça c'est possible. Non. Quand sigma égale 0, on doit avoir epsilon s. Pourquoi j'ai pas ça? Parce que c'est moins 1 ici. Parce que ici, quand oméga égale 0, ça c'est moins 1. Donc ça devient epsilon moins epsilon infini plus epsilon s. Et donc on a bien partie réelle de epsilon r qui est égale à epsilon s. Donc là, on retrouve bien nos petits. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir que se passe-t-il dans notre matériau quand oméga est proche de la fréquence de résonance oméga t. Hop. Alors, que se passe-t-il quand c'est comme ça? Eh bien, on peut écrire que oméga carré moins oméga t carré, ça va être une identité remarquable. Oméga plus oméga t fois oméga moins oméga t. Et que ça, ce sera à peu près égal à 2 oméga t. Donc, on obtient à peu près 2 oméga t fois oméga moins oméga t. Donc ça veut dire que proche de la résonance, la partie réelle de epsilon r, elle varie comme, donc on a toujours epsilon infini plus epsilon infini moins epsilon s fois, alors on va avoir oméga t carré sur oméga t, donc on va avoir oméga t, donc ici on va avoir un 1/2 sur on va avoir oméga moins oméga t, le tout au carré. Paf. Ouais, et d'ailleurs, on n'aura plus d'oméga t ici, puisque c'est 2 oméga t au carré, donc ce sera 4 ici. Tac, 2 oméga t, 4 oméga t carré. Ça ici, ça passe au carré, c'est bon, ça s'enlève, et ça passe au carré. Voilà, donc, on va avoir proche de la résonance quelque chose qui varie comme 1 sur oméga moins oméga t, le tout
au carré. Ouais, non, je suis pas content. Je suis pas content. Pourquoi je suis pas content? Parce que je sais pas pourquoi il y a un carré ici. Puisqu'il n'y a pas de carré, puisque ça s'est simplifié avec ça. Oh là là, Julien. Allez, il n'y a pas de carré. Pas de carré. Voilà, donc on reste avec un oméga t. Et ici avec un 2. Décidément, je vais en dire des bêtises. Hop là. 1 sur oméga moins oméga t. D'accord? Donc proche de la résonance, on a une partie réelle de la constante diélectrique qui varie comme 1 sur oméga moins oméga t. Elle est égale à epsilon infini à très haute fréquence. Elle est égale à epsilon s à fréquence faible. Donc ça veut dire que si je fais un tracé de cette partie réelle, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, RE de epsilon r, ici les origines. Donc on va avoir ici epsilon s. On va avoir epsilon infini. Et on va avoir ici oméga t. Non, hop. Que se passe-t-il à oméga t? Eh bien, que se passe-t-il à oméga t? Ça tend vers l'infini. Quand oméga est égal à oméga t, ça veut dire que la partie réelle de epsilon r tend vers l'infini. Donc on retrouve bien le fait que la chaîne, elle pète. D'accord? On a une divergence dans la constante diélectrique qui varie en 1 sur oméga moins oméga t. Donc quand oméga s'approche ici de oméga t, hop, ça diverge. Et ensuite, hop, on vient ici et on retraverse l'axe où epsilon r est égal à 0 en oméga L, puisque ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est que oméga L, c'est la fréquence telle que epsilon r de oméga L est égal à 0, et on retrouve notre mode longitudinal ici. D'accord? Donc on retrouve bien ici que si on supprime les frottements, d'accord, sigma est égal à 0, on crée une discontinuité, d'accord, un infini dans la constante diélectrique, qui n'est bien entendu pas physique, puisque sigma n'égale 0 n'est pas possible, mais on a bien en fait un très grand changement de la partie réelle de la constante diélectrique lorsqu'on excite notre matériau à la fréquence transverse. Ok? Et on retrouve bien qu'on a quelque chose de plus normal, pas de divergence autour de la fréquence longitudinale. D'accord? Ce qui caractérise le fait que les atomes ont toujours la limite de se croiser, entre guillemets, de se toucher pour éviter de faire exploser la chaîne. Ensuite, on va regarder ce qui se passe pour la partie imaginaire. Pour la partie imaginaire. Pour la partie imaginaire, on ne va pas, dans un premier temps, supprimer les frottements, parce que vous allez voir que cette fois, c'est plus facile de faire des conclusions quand les frottements sont là. Alors, ce que je devrais dire, c'est que ici, lorsqu'on ajoute les frottements, ce que ça a comme effet, c'est de lisser la courbe. D'accord? C'est-à-dire que si je rajoute les frottements, je vais avoir une courbe comme ceci, en gros. Hop là. Voilà, une courbe comme ça de dispersion. On la voit pas bien. Là. Si jamais je rajoute des frottements, je vais lisser la discontinuité de epsilon r pour avoir une fonction qui va être continue. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, sigma n'est pas égal à 0, il est différent de 0, on n'a pas de discontinuité, on a une fonction epsilon r réelle qui est continue et qui suit ce genre de courbe de résonance. Ok? Alors, maintenant on passe à la partie
imaginaire. Hop là. La partie imaginaire de epsilon r. Alors, elle est égale à epsilon infini moins epsilon s fois oméga t carré fois sigma sur mu divisé par oméga carré moins oméga t carré, le tout au carré, plus sigma sur mu au carré. Ok, alors ça, c'est un terme constant, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est la forme de ce qu'on appelle une lorentzienne. Une courbe lorentzienne qui dépend de oméga et qui a une largeur qui est proportionnelle à sigma sur mu, une largeur à mi-hauteur. Ça veut dire que si je trace cette fonction-là, en oméga t, ici, je vais avoir quelque chose qui va être nul à basse fréquence et qui va monter au fur et à mesure qu'on s'approche de la résonance, puis redescendre avec une largeur ici qui va être proportionnelle à sigma sur mu. Et vous voyez ici que si sigma tend vers 0, donc si on fait tendre vers 0 les frottements, ben ce qu'on a, c'est qu'on va avoir quelque chose ici qui va se restreindre, mais qui va monter, parce que l'air doit être conservé. D'accord? Donc ça veut dire que dans la limite où sigma tend vers 0, ce qu'on a ici, c'est un delta Dirac. Vous voyez que c'est plus facile de se faire cette représentation-là quand on garde sigma que quand on prend directement sigma est égal à 0, c'est pas très intéressant. D'accord? Donc dans la vraie vie, ce qui se passe, quand on attaque le matériau à oméga t, eh ben, on a un changement continu de la constante diélectrique, un matériau qui va absorber, puisque la lorentzienne ici, la partie imaginaire de la constante diélectrique représente l'absorption du matériau. D'accord? Donc, le matériau va absorber, d'accord? La chaîne va se mettre à vibrer, les chaînes atomiques se mettent à vibrer, et le matériau dissipe de l'énergie, absorbe de l'énergie, et avec ce type de forme, ce type de courbe qui s'appelle une lorentzienne. Très bien. La lorentzienne n'a pas de point particulier en oméga L, d'accord? Elle traduit l'absorption du matériau en oméga T. Ensuite, chose remarquable. Ah oui, on nous demandait l'expression de oméga L. Alors, bon, maintenant qu'on a regardé ce qui se passait en partie réelle de la constante diélectrique et partie imaginaire, on va chercher l'expression donc de oméga L. Il suffit de résoudre l'équation. Alors on va le faire pareil avec sigma égale 0 parce que c'est plus simple, d'accord, mais ça n'enlève aucune généralité au problème, c'est pas bien important. Epsilon r de oméga L est égal à 0, donc là on a est égal à epsilon infini. Alors où est-ce que je l'avais résolu ce truc là? Il va falloir que je le refasse. Ouais, bah, allez, on y retourne. Donc, c'est égal à epsilon infini. Alors, il nous faut quand même, voilà, ça, epsilon infini plus epsilon infini moins epsilon s fois oméga t carré sur oméga carré moins oméga t carré. Alors, allons-y. Ça veut dire que epsilon moins epsilon infini sur epsilon infini moins epsilon s est égal à oméga t carré sur oméga carré moins oméga t, pardon, oméga L carré, puisque c'est cette équation-là qu'on cherche à vérifier. Hop. Là.
Ça. Ensuite, ça peut se réécrire comme oméga L carré moins oméga T carré est égal à oméga T carré fois epsilon infini moins epsilon s sur epsilon infini. Donc, oméga L au carré est égal à oméga T au carré facteur de 1 moins epsilon s sur epsilon infini. Et là, je pense que j'ai dû me planter dans un signe. Oui, puisque j'ai oublié de mettre le moins ici. Tac, de ça. Donc ça donne moins 1 plus ça. Ça, on le passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Paf, paf, ça donne oméga L est égal à oméga T fois racine de epsilon s sur epsilon infini. Alors, on ne choisit bien sûr que la solution positive, puisque les fréquences sont définies comme étant strictement positives. Ok, dernière chose qui est intéressant de voir, donc notamment que se passe-t-il à cette résonance de l'absorption de la chaîne lorsqu'on attaque la chaîne proche de oméga t. Alors, si on regarde la constante diélectrique, donc la partie réelle de la constante diélectrique epsilon r, elle est inférieure à 0 pour oméga qui appartient à oméga t, oméga L. D'accord? Elle est négative ou nulle pour ces valeurs-là. Et si on regarde la définition de l'indice de réfraction d'un matériau, eh bien c'est égal à racine de epsilon r. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour epsilon r, pour oméga qui est compris entre oméga t et oméga L, eh bien on a n qui est complexe, qui est égal à qui est purement imaginaire, d'accord? C'est-à-dire RE partie réelle de n est égal à 0. Alors jusque vous me dites, ouais, mais ok, mais pourquoi? Eh bien, si on regarde le coefficient de réflexion à incidence normale d'une onde électromagnétique sur un matériau, d'accord? Donc concrètement, si on envoie une onde lumineuse sur la surface d'un matériau, eh bien son coefficient de réflexion, il est donné par partie réelle nr moins 1 au carré plus partie imaginaire de l'indice divisé par nr plus 1 au carré plus partie imaginaire au carré. Donc si la partie réelle de l'indice elle est nulle, et ça, si nr égale 0, ça veut dire que r il est égal à 1. Donc ça veut dire que votre matériau, ça devient un miroir parfait pour la zone oméga qui appartient à oméga t, oméga L. Donc pour un matériau donné, si jamais vous excitez ce matériau avec une onde électromagnétique qui a une fréquence qui appartient à ce domaine de fréquence oméga t, oméga L, eh bien ce que vous allez obtenir, c'est un matériau complètement réfléchissant où les ondes électromagnétiques n'ont pas le droit de se propager. Donc vous allez créer une bande interdite de propagation à l'intérieur du matériau. Ok? Donc si on résume un petit peu cette question qui était un peu longue, lorsque on excite un matériau à oméga t, à la fréquence des oscillations transverses, eh bien on a sans frottement une divergence de la constante diélectrique, et cette divergence de la constante diélectrique, ça mène à une réflectivité de 1 sur le matériau pour des fréquences qui appartiennent à ce domaine de fréquence.
Lorsque on introduit des frottements, on peut voir un coefficient d'absorption qui n'a plus juste la tête d'un delta Dirac, mais qui a la tête d'une courbe qu'on appelle une lorentzienne, et qui représente l'absorption de l'onde par notre chaîne atomique à l'intérieur du matériau. C'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça conclut bien ce TD sur les constantes diélectriques.